profondeur de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La journée mondiale contre la peine de mort, une mobilisation annuelle lancée en 2003 par la coalition mondiale contre la peine de mort avec pour objectif faire pression sur les États qui continuent de l'exécuter, alors qu'en 2025, près de 70 pays maintiennent encore cette peine capitale. On aura plus de détails avec cet élément de patience Lokeke. Et puis le phénomène Liambois, on en parle dans ce journal, ces termes qui désignent une pratique de rouler à sens unique pour échapper aux embouteillages. Didier Ilunga a donc fait un reportage à ces sujets. Et puis au Sénégal, à l'actualité en dehors de frontières congolaises, le maïs constitue la troisième céréale la plus consommée par tête après les riz et les milles. Le gouvernement qui cherche donc à réduire le recours aux importations de cette denrée a adopté une nouvelle stratégie qui vise à rehausser le niveau de la production locale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. L'Union européenne a encaissé un soutien financier de 180 millions d'euros à la République démocratique du Congo. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a annoncé jeudi à Bruxelles lors d'une rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi en marge de la deuxième édition du Global Gateway. En séjour à Bruxelles, le chef de l'État a également rencontré d'autres grandes personnalités. Le détail dans cet élément de José Junior Ouawa. Les secteurs concernés par ce financement sont l'énergie, le transport, la biodiversité et l'exploitation minière. Au sujet du processus de paix en cours en RDC, la présidente de la Commission de l'Union européenne a salué le processus de paix en RDC facilité par les États-Unis pour l'Est du pays, qui est une excellente nouvelle aux côtés des initiatives de l'Union africaine, avant de promettre l'appui de son institution pour leur pérennisation grâce à une plus grande intégration régionale en Afrique centrale, soutenue par les investissements de Global Gateway. Avec Massad Boulos, Félix Tshisekedi a évoqué le pourparler de Doha et de l'accord de Washington. L'envoyé du président américain Donald Trump a rassuré la reprise imminente de pourparlers de Doha entre la rébellion du M23 et le gouvernement congolais. Avec la Banque mondiale, Félix Tshisekedi a salué particulièrement l'approbation récente par le conseil d'administration de la Banque mondiale du crédit de 250 millions de dollars américains au titre du projet INGA, représentant la première phase d'un programme d'1 milliard de dollars dédié au développement du projet INGA 3, qu'il considère comme un signal fort de confiance envers le peuple congolais et envers notre vision d'un développement énergétique durable, inclusif et fort à impact régional. Rétropédalage de la journée du jeudi où le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est directement adressé à son homologue Paul Kagame présent dans la salle lors de la deuxième édition du Global Gateway Forum en vue d'une solution dans la région du Grand Lac. Contacté au téléphone, le coordonnateur du laboratoire d'idées Café d'élite Gustave Omba Bidi Mbongo Bindi Mono qui
pense qu'il n'y a pas 36 solutions à la crise. Il invite le président congolais à vider le prétexte rwandais. Entretien avec Dieudonné Boilali. Le café d'élite vient de suivre la position du chef de l'État congolais à Bruxelles en rapport avec la crise de l'Est du Congo. Et en tant que coordinateur de ce cercle de réflexion, j'estime que ce que manque le chef, c'est des orientations, des conseils stratégiques face à la maîtrise de la situation qui sévit à l'Est du Congo. Je veux rappeler ici que l'envoyé spécial du président américain à Bolos a jeté la base de la perception de la voie de sortie de la crise de l'Est du Congo. Et là, c'est une belle grosse surprise désagréable de constater que le président de la République ouvre ses bras pour une paix des braves avec un chef d'État qui n'a que comme moyen de justifier son action le fait qu'il ait déclaré à Doha et partout ailleurs que la guerre qui sévit au Congo est une guerre existentielle pour le Rwanda. On ne peut pas demander à trouver la paix ou à ramener la paix sur son sol en suppliant celui qui est en train de te déstabiliser d'ouvrir ou de fermer la porte. Il n'y a pas de voie pour résoudre la crise du Congo. L'unique voie aujourd'hui, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et proposer une piste de voie de sortie. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa, le président de la République, vient de donner encore de l'importance et vient de montrer que notre nation, notre Congo n'est pas capable de résoudre la crise qui sévit à l'Est, ni militairement, ni politiquement. Et c'est comme si ceux qui conseillent le chef ne lisent pas les signes des temps, n'analysent pas la lecture du monde. Alors je me pose la question, où va le Congo? En tant qu'élite, en tant que coordinateur d'un cercle de réflexion, nous estimons que le chef devait plutôt se taire et asseoir la stratégie de la recherche de la paix par la voie politique. Et si cela ne fait pas partie de ses orientations, qu'il engage la République à faire la guerre. Si cela ne sait pas se faire de la sorte, alors la solution, elle est unique. Faisons la paix. Et la paix, elle doit partir à l'interne. Vidons les prétextes au Rwanda. Mettons-nous à suivre les orientations telles que nos pères des églises ont proposé, telles que nous, en tant que café d'élite, avions proposé à son temps, le pacte républicain. Et si cela ne se fait pas, et si cela n'est pas pris en compte, il y a lieu de se poser la question. Réellement, à quel jeu joue le président de la République face à sa nation? Lui qui est censé être le protecteur de son peuple, il doit plutôt rassurer son peuple. On va donc changer de chapitre. La première ministre Judith Suminwa a ouvert ce jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa la première édition du Forum national de droits humains, un événement placé sous le haut patronage du président de la République visant à consolider l'état de droit et à renforcer la promotion de libertés fondamentales en République démocratique du Congo. Justice transitionnelle, reconnaissance du génocide et protection de droits de groupes vulnérables figurent parmi les priorités mises en avant dans Momat. La première ministre Judith Suminwa a officiellement lancé le travaux de la première édition du Forum national des droits humains. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé que la protection des droits fondamentaux demeure une priorité nationale. Elle a cité des avancées concrètes comme la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle ou encore la promotion de la parité et des droits des personnes en situation de handicap. Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais c'est aussi une plateforme d'action, de sensibilisation et de responsabilisation essentielle pour faire avancer notre pays sur la voie du respect universel des droits de l'homme. Deux axes majeurs structurent ces forums, la mise en œuvre de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide, terme désignant les crimes de masse subis par le peuple congolais. Également présent, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a salué cette initiative comme un tournant dans la coordination entre institutions publiques et société civile. Ce forum est le point de départ de la collaboration efficiente entre les pouvoirs publics, entre eux et
aussi avec la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocauste. Les travaux du forum se poursuivront sur plusieurs jours. Ils déboucheront sur un rapport des situations et un plan stratégique visant à renforcer durablement la protection des droits humains. Les travaux du forum se poursuivront sur plusieurs jours. Ils déboucheront sur un rapport des situations et un plan stratégique visant à renforcer durablement la protection des droits humains en RDC. Un signal fort du gouvernement pour une gouvernance plus juste, inclusive et démocratique. Et puis le gouvernement congolais continue de multiplier les actions concrètes pour enrayer la fraude minière. Ce jeudi 9 octobre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a réuni les principaux acteurs institutionnels afin d'examiner les conclusions d'une mission d'inspection dans la province du Lualaba. Démilitarisation, allais-je dire, de sites, sécurisation de zones d'exploitation et encadrement renforcé du secteur artisanal figurent parmi les mesures urgentes décidées. Suivez. Le gouvernement congolais renforce son engagement dans la lutte contre la fraude minière. Jeudi 9 octobre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Chabani Louko, a présidé une réunion stratégique dans son cabinet de travail à Kinshasa. Autour de la table, les représentants des ministères de Mines, de la Justice, des membres de la police nationale congolaise et la commission spécialisée dans la lutte contre la fraude minière. Objectif, examiner le rapport détaillé d'une mission d'inspection menée dans la province du Lualaba. Une mission qui a mis en lumière la présence irrégulière d'éléments armés dans les zones minières ainsi que l'occupation illégale de plusieurs sites par des exploitants non autorisés. Et ça fait suite aux deux instructions que le chef de l'État, le président de la République, a données au cours du dernier Conseil des ministres à leurs excellences en rapport avec les différentes plaintes plaintes déposées par les sociétés minières, où on en était avec l'envahissement et où on était avec où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour la récompense, c'est-à-dire le ban, c'est-à-dire l'interdiction qu'on a mis sur le cobalt. Voilà pourquoi le VP a invité aujourd'hui et nous nous sommes entretenus. Je pense que des mesures seront prises. À l'issue des échanges, plusieurs mesures ont été adoptées. Parmi elles, la démilitarisation immédiate des zones d'exploitation, le renforcement du contrôle sécuritaire et un plan d'appui d'ARECOMS en lien avec la levée de la suspension sur l'exploitation du cobalt. Des décisions qui traduisent la volonté politique de mettre fin à la fraude et de mieux encadrer l'exploitation des ressources naturelles. C'était donc un commentaire de Don Momat. Je l'ai annoncé en titre que ce 10 octobre marque la journée mondiale contre la peine de mort, une mobilisation annuelle lancée en 2003 par la coalition mondiale contre la peine de mort. Objectif, faire pression sur les États qui continuent d'exécuter alors qu'en 2025, près de 70 pays maintiennent encore la peine capitale dans leur arsenal judiciaire. Patience d'Okeke pour plus de détails. L'Iran et l'Arabie saoudite figurent en tête de pays le plus actifs en matière d'exécution. Mais la peine de mort demeure aussi en vigueur dans des démocraties comme les États-Unis et le Japon. Voilà, c'est 10 octobre 2025 marque également le 33e anniversaire de la Journée mondiale de la santé mentale, instaurée en 1982 par la Fédération mondiale pour la santé mentale. Le thème retenu cette année pour sa commémoration est accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence à Kinshasa. Cette journée a été marquée par une activité organisée par le Programme national de santé mentale à l'hôtel Béatrice. Suivez.
Accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et en situation d'urgence, tel est le thème retenu cette année au niveau national. Ce choix reflète de nombreux défis rencontrés par les populations confrontées à des crises, qu'elles soient naturelles, sanitaires ou liées aux conflits armés. Pour rappel, la Journée mondiale de la santé mentale a été créée par la Fédération mondiale pour la santé mentale dans le but de sensibiliser les populations aux troubles mentaux, de promouvoir le bien-être psychologique et surtout de briser les tabous qui entourent ces problématiques encore trop souvent ignorées. Je ne veux pas dire que la santé mentale égale la folie. Quittons cette conception. Ce que nous voyons, ce n'est qu'un aspect. Mais la santé mentale, c'est vraiment le bien-être. Nos collègues en Côte d'Ivoire nous ont mis une phrase dans la bouche, que la santé n'a que 2 pieds. Parce que l'OMS parle de santé physique, mentale et sociale. Mais déjà, vous voyez le programme que nous exécutons actuellement dans le monde s'appelle santé mentale et soutien psychosocial. Il n'y a plus à séparer. Donc le social est déjà dedans. La santé mentale ne peut être garantie dans un pays en guerre. L'Organisation mondiale de la santé encourage toutes les initiatives visant à promouvoir la santé mentale, particulièrement en contexte de crise. Selon le rapport mondial sur la santé mentale de l'OMS, les personnes atteintes de troubles mentaux ont une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans par rapport à la population générale. Un chiffre alarmant qui rappelle l'importance cruciale de prendre soin non seulement de son corps, mais aussi de sa santé mentale. C'était donc un reportage de Chouchou Kaoa. Quelques mois après la signature du protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques, les directeurs généraux de ces établissements publics se sont retrouvés jeudi 9 octobre au siège du FPI pour faire le point sur leur degré de collaboration. L'objectif est d'appuyer les industries et unités de transformation qui font face à un déficit énergétique criant dans ces zones. Suivant. Monsieur le directeur général. Quelques mois après la signature du protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques, les 2 directeurs généraux de ces établissements publics se sont retrouvés ce jeudi au siège du FPI pour faire le point sur leur degré de collaboration. Le DG du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, reste ouvert et attentif aux propositions et sollicitations de l'ANSER pour fournir l'électricité aux milieux ruraux et périurbains. L'objectif est d'appuyer les industries et les unités des qui font face à un déficit énergétique criant dans ces zones. Selon Cyprien Moussimar, DG de l'ANSER, aucune industrie ne peut fonctionner sans électricité. Toute industrie a grandement besoin de l'énergie électrique pour son fonctionnement et tout développement passe par l'industrialisation. C'est ainsi que l'ANSER est en pleine construction de dizaines de centrales dans plusieurs provinces pour desservir les entreprises et la population. La gestion de ces centrales sera confiée aux opérateurs privés pour la maintenance et l'entretien. L'ANSER et les FPI sont tous les 2 des établissements publics. Chacun a son rôle à jouer, mais qui sont des rôles sont complémentaires. L'ANSER fournit l'énergie électrique, les FPI fait la promotion de l'industrie. Il n'y a pas une industrie sans énergie. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus rencontrer le nouveau directeur général du FPI pour qu'on puisse voir ensemble comment nous allons travailler pour que là où nous sommes, là où nous avions implémenté nos projets, que les FPI puissent également venir financer les industries qui vont aussi s'exécuter là-bas. Il faut noter que l'électrification et l'industrialisation du pays font partie de 6 engagements du 2e mandat du président Félix Tshisekedi. C'est dans cette optique que les 2 mandataires unissent leurs efforts pour fournir l'électricité aux unités de transformation, véritable vecteur de croissance. Depuis son arrivée à la tête du FPI et fort de son expérience à la Banque mondiale, le DG Hervé Claude Ntumba travaille sans désemparer sur la diversification des sources de financement de son institution, la levée des fonds, la prise des participations, la création des chaînes de valeur et des emplois font partie de ces chantiers prioritaires. Il tient à faire du FPI une institution robuste de financement de développement.
Dans le registre de la société, on va parler d'un sujet qui défraie la chronique. Liambois, ces termes vous dit certainement quelque chose. À Kinshasa, il s'agit donc d'une pratique bien connue, rouler à sens unique et pour échapper aux embouteillages. Motocyclistes, taxis et même automobilistes s'y adonnent chaque jour malgré le risque. Mais qui cache vraiment ces phénomènes devenus banals dans la capitale? Tentative de réponse avec Didier Ilunga et Elika Bea qui ont fait les constats. À Kinshasa, un phénomène prend de l'ampleur. Colis en bois, littéralement manger les chiens, un terme populaire pour désigner le fait de rouler à contresens et vite regagner la ligne dès qu'une occasion se présente. En pleine circulation, motocyclistes, taxis, même voitures particulières, ils n'hésitent plus à emprunter les sens interdits pour gagner du temps. Mais la pratique est dangereuse et illégale. Le phénomène colis en bois, c'est lorsque vous êtes bloqué dans les embouteillages. Comme nous les motocyclistes, nous évitons ça pour ne pas faire face aux agents de la police routière. C'est parce que nous fuyons la police pour qu'ils ne viennent pas nous ravir les clés des motos sans des raisons fondées. Ces conducteurs se disent livrés à eux-mêmes et chargent les agents de la police. Colis en bois, c'est aussi l'accès par force au centre-ville et nous sommes pourchassés par les agents de la police et nous apprêtons le sens inverse. Colis en bois, ce n'est pas qu'un excès simple, c'est le reflet d'un système en crise. Routes dégradées, embouteillages chroniques, peu de transports en commun. Face à ces chaos, chacun cherche sa voie. Mais à quel prix? Le désordre routier devient la norme au détriment de la sécurité de tous. Restons dans les secteurs de la société, particulièrement dans le registre littéraire et culturel. L'Institut national des arts a servi de cadre ce jeudi au vernissage officiel du livre Ngeli Ngeli, œuvre du professeur Claude Moukeba. À travers cet ouvrage, l'auteur met en lumière des réalités de la vie quotidienne en rappelant que certaines choses qui paraissent brillantes ne sont pas forcément précieuses. Ces livres invitent à une réflexion profonde sur les apparences trompeuses et les vérités cachées de notre société. Myriam Likio et Elika Bea étaient sur place pour Geopolis Télévision. Kinshasa a vibré au rythme de la littérature avec la présentation officielle du livre Ngeli Ngeli du professeur Claude Moukeba. Organisé dans une ambiance conviviale, le vernissage de cette œuvre a attiré un public varié, composé d'intellectuels, d'étudiants, d'acteurs culturels et de passionnés de lecture. Dans son intervention, l'auteur a partagé ce qui l'a motivé à écrire Ngeli Ngeli en mettant en avant le message qu'il souhaite transmettre à travers son livre. Il a expliqué le sens profond de son œuvre, soulignant qu'elle s'inspire des réalités de la vie pour passer à la réflexion sur ce qui, en apparence, semble beau, mais ne l'est pas toujours en vérité, et aussi en remerciant les invités pour leur participation à la cérémonie. Inspiration, ça veut dire que je vis ici et ailleurs et je vois les choses comme elles se passent. Si vous lisez les livres, vous allez vous rendre compte que je raconte des histoires de tous les jours. Non, moi j'observe le monde, je l'analyse et je présente la photocopie du monde. En disant merci à tous et à chacun parce que vous avez fait les déplacements et parce que je suppose que vous m'aimez bien. Willy Kalengai, directeur général de Geopolis Forum, et l'un des premiers lecteurs du livre, a donné son avis en tant que critique. L'ouvrage aborde des thèmes importants qui interpellent et amènent à réfléchir sur notre société. Il a également eu l'honneur de baptiser officiellement le livre, marquant ainsi son soutien à l'auteur et à son message. J'ai l'insigne honneur de mettre en lumière un ouvrage qui ne laisse personne indifférent. Ngeli Ngeli. Plus qu'un livre, pour moi, Ngeli Ngeli est une plongée dans les profondeurs de la société congolaise. Pourquoi nous baptisons?
avec les mains de la déesse à mes côtés, nous allons baptiser cet ouvrage Ngeli Ngeli pour que, en naissant aujourd'hui dans le monde littéraire, prends ton chemin, n'hésite pas, va dans toutes les maisons, même aux gens qui pensent ne pas vivre le Ngeli Ngeli, dis-leur qu'ils sont Ngeli Ngeli. Mpia Sala, professeur en journalisme et invité à la cérémonie, n'a pas manqué de donner son appréciation. Il a salué l'initiative de l'auteur qu'il considère comme une contribution précieuse à la littérature congolaise. Je suis satisfait d'avoir été associé à ce projet. J'ai participé à l'édition du livre et j'ai participé à l'organisation de cette cérémonie. Et les témoignages que j'ai entendus et j'ai écoutés ici, le retour des lectures que j'ai entendues me donne beaucoup de satisfaction. À travers Ngeli Ngeli, le professeur Mukeba réaffirme le rôle de la littérature comme un outil d'éducation, de dénonciation et de transformation de la société. Un livre qui promet de marquer les esprits et d'alimenter les débats sur notre quotidien. Bonne lecture et meilleure vente. C'est donc avec cette attitude joviale de la sortie du livre Ngeli Ngeli que nous abordons cette fois-ci le monde du sport. Le Léopard de la République démocratique du Congo ont battu les éperviers du Togo ce vendredi sur un score étriqué d'un but à 0 grâce à Cédric Bakambu à la 7e minute. Ce résultat permet aux fauves congolais d'espérer une qualification au moins pour le barrage lors de la dernière journée. Suivez. La République démocratique du Congo a réalisé une performance capitale ce vendredi à Lomé en s'imposant face au Togo 0-1 dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Grâce à cette victoire précieuse, le Léopard reste en vie dans la course au barrage. Maintenant, l'espoir d'une qualification historique pour la phase finale. Dans un stade de Kégué quasi vide, les hommes de Sébastien Desabre ont affiché une belle maîtrise collective et une solidité défensive remarquable. Le but de la délivrance est venu en première période sur une action parfaitement construite, concrétisant la domination congolaise grâce à Cédric Bakambu à la 7e minute de jeu. Malgré la pression du public togolais, les Léopards ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Un succès plein de caractère qui relance totalement leur campagne. RDC recevra le Soudan le mardi prochain à 20h au stade de Martyrs pour la dernière journée de ces éliminatoires. Le prochain rendez-vous est donc pris mardi prochain sous le coup de 20h au stade de Martyrs face au Soudan pour le compte de la dernière journée de ces éliminatoires. Place à présent à l'actualité en dehors des frontières congolaises. Vendredi nous amène d'abord en Côte d'Ivoire où ce pays a enregistré une amélioration de son déficit budgétaire à 2,3% du PIB en 2019. Il s'est creusé pour atteindre 5,4% en 2021 en raison notamment de l'impact de la Covid-19 avec l'accroissement de recettes budgétaires et les renforcements de l'administration fiscale. Le pays des éléphants envisage de le ramener à 3% d'ici 2025. Suivez. Le déficit de la Côte d'Ivoire avait connu une amélioration et s'est situé en dessous de normes communautaires à 2,4% du PIB en 2019. Cependant, en 2020, il s'est creusé pour ressortir à 5% et à 5,4% en 2021. Les raisons évoquées sont entre autres l'impact de la crise sanitaire ainsi que les dépenses de lutte contre la persistance de la pandémie et des dépenses pour faire face à la crise énergétique et aux attaques terroristes. Financer les déficits budgétaires et rembourser sa dette publique, le pays des éléphants a eu recours aux ressources de trésorerie. Ainsi, 4 164 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2022, 5 014 milliards en 2023 et 5 851 milliards de francs CFA en 2024, selon les données de la direction du budget et de finances. Pour rappel, le déficit budgétaire a suivi une trajectoire descendante sur les 3 années successives, passant de 2 milliards de francs CFA à 2 508 milliards, puis à 2 093 milliards.
Le perspective semble favorable pour la Côte d'Ivoire selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le pays est en bonne voie pour atteindre un déficit de 3% à fin 2025. La croissance qui est restée soutenue ces dernières années devrait maintenir cette dynamique avec une projection à 6,2% en 2025 et à 6,4% en 2026 et 2027 d'après un rapport de la Banque mondiale. Ces performances devraient être portées par les secteurs des hydrocarbures, de mines et des services. Montons un peu plus haut, au Sénégal, où le maïs constitue la troisième céréale la plus consommée par tête après le riz et le mil. Le gouvernement qui cherche à réduire le recours aux importations de cette denrée adopte une nouvelle stratégie visant à rehausser le niveau de la production locale. Suivez. Le gouvernement ambitionne de réduire de 20% les achats de maïs sur le marché international d'ici l'année prochaine, alors que le pays de la Teranga a importé 512 740 tonnes de la céréale en 2024, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette ambition suggère que les autorités sénégalaises souhaitent par exemple réduire leurs achats d'au moins 103 000 tonnes à cette échéance. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise notamment sur le programme d'accélération de l'agriculture en Afrique, une initiative continentale de 400 millions de dollars portée par les groupes de la Banque mondiale et ciblant 32 pays africains dont le Sénégal. Ces dispositifs visent à aider les petits exploitants agricoles à accroître leur productivité, à générer davantage des revenus et à stimuler la création d'emplois en milieu rural en s'appuyant sur un mécanisme combinant investissement privé, partage de risques avec les institutions financières et soutien aux agritech afin d'améliorer le financement et la transformation de chaînes de valeur agricoles. À cela s'ajoute l'initiative AgriConnect portée par le ministère de l'Agriculture sénégalais. Ces seconds dispositifs visent à coordonner et à amplifier le programme agricole à travers la digitalisation de la distribution des intrants, la contractualisation ainsi que la structuration de coopératives afin d'accélérer la transformation de la filière. Les données publiques sur le budget exact ou l'échéancier de ces deux programmes détaillés restent encore à clarifier pour leur mise en œuvre dans le pays. Quoi qu'il en soit, l'ambition affichée par Dakar et de réduire sa dépendance croissante aux marchés extérieurs pour l'approvisionnement en maïs. Selon les données compilées par l'ANSD, les importations sénégalaises de maïs ont augmenté de 19% en 2024 et de près de 50% en l'espace de 5 ans depuis 2020. L'enjeu pour le gouvernement est de sécuriser les approvisionnements et de stabiliser le prix locaux tout en créant des opportunités économiques pour le producteur et les PME rurales. Dans la deuxième économie de l'UEMOA, la culture de maïs couvrait 172 200 hectares en 2023-2024, affichant un rendement moyen de 3,9 tonnes par hectare d'après l'ANSD. Place à présent à la revue de presse avec le commentaire et sélection de Patience Lokiki. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons-la avec Géo Hebdo qui met en lumière une remontée rare du franc congolais face au dollar que le conseiller André Wameso attribue à de mesures techniques ciblées telles que l'injection de devises et le relèvement de réserves obligatoires. La Banque centrale, en ajustant successivement les taux directeurs et en consolidant le réserve de change à hauteur de 3 mois d'importation, cherche à stabiliser durablement la monnaie. Dans Info 27, c'est un autre registre qui domine, celui de la diplomatie inattendue. Lors du Global Gateway Forum à Bruxelles, Félix Tshisekedi s'est adressé directement à Paul Kagame, rompant avec la ligne dure défendue jusqu'ici. En appelant à la paix de brave, le président congolais s'éloigne de la logique des sanctions pour proposer un dialogue bilatéral. Cette posture conciliante peut être interprétée comme une volonté d'apaisement, mais elle surprend par sa soudaineté dans un contexte encore marqué par des tensions persistantes dans l'est du pays.
ACP nuance cette ouverture diplomatique en rappelant l'engagement préalable pris à Washington de renoncer à toute rhétorique hostile. Le respect de ces engagements exigés par les États témoins comme les États-Unis ou les Togo montre que ces rapprochements obéissent aussi à une logique de pression internationale. L'appel au dialogue apparaît alors autant comme un geste de souveraineté que comme une réponse à des obligations extérieures. Enfin, le phare ramène brutalement à la réalité quotidienne, celle d'une insécurité rampante dans la capitale. Loin de grandes manœuvres monétaires ou diplomatiques, des groupes d'individus agissant sous couvert d'uniformes escortent quotidiennement des citoyens, en particulier des expatriés. Cette violence informelle exercée par ceux qui devraient protéger fragilise la crédibilité de l'État et contraste avec l'image d'un pays qui se redresse. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est donc la fin de ce journal, madame, messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel de 3 principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal que le 10 octobre est célébrée la journée mondiale contre la peine de mort. Jusqu'en 2025, près de 70 pays maintiennent encore cette peine capitale dans leur arsenal judiciaire. Et puis le phénomène Liamboa fait ravage à Kinshasa. C'est un phénomène qui consiste à rouler en sens unique pour échapper aux embouteillages. Nous avons recueilli quelques propos grâce à Didier Ilunga et Eli Kabeya. Et à l'international, le maïs constitue la 3e céréale la plus consommée par tête après le riz et le mil au Sénégal. Le gouvernement qui cherche à réduire le recours aux importations de cette denrée a adopté une nouvelle stratégie qui vise à rehausser le niveau de la production locale. C'est là encore la fin totale de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez et sachez que l'un des éléments qui propulse quelqu'un vers le succès, c'est le rêve. Au revoir et bon début de semaine, bon début de week-end, allais-je dire, à vous. Vous a été présenté par Pour promotion de l'industrie.